Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux tests et en particulier donc ce qu'on appelle les classes de test. En effet, nous avons pour l'instant réalisé un petit bout de code donc en Java concernant une classe, on va dire métier, en l'occurrence il s'agissait de la classe D dans mon exemple, et maintenant nous allons voir à tester évidemment cette classe D. La classe typiquement est une unité de test. Alors j'imagine que la notion de test est une évidence pour tout le monde. Vous avez codé quelque chose, vous allez immédiatement tester le quelque chose en question. Alors le test nécessite deux choses, d'abord des règles que l'on va suivre, un jeu de test. Nous avons donc maintenant à tester notre classe D. Comment faire? Je ne vais pas mettre un bout de code comme ça dans un main sans être clair sur ce que je cherche à faire. Donc je vais placer mon test dans une classe elle-même. Je rappelle qu'en Java, tout code doit être placé dans une classe, donc il est tout à fait normal que même le test soit dans une classe. Cette classe qui contient les tests pour une autre classe s'appellera la classe de test. Il va falloir que je construise la classe de test en question. Je vais ensuite essayer de l'utiliser de façon très simple. Alors l'utiliser de façon très simple, c'est tout simplement la mettre en œuvre dans un petit bout de programme avec un main, donc le grand classique en ce qui concerne les applications Java. Ensuite, je verrai à peut-être essayer de faire évoluer un petit peu le code, en particulier avoir des classes de test qui sont construites à partir de frameworks de test. Alors en particulier là, je vais proposer le framework JUnit. En réalité, donc enfin dans la vie réelle, je veux dire, lorsque vous allez livrer des tests, vous allez les livrer utilisant un framework en particulier, donc JUnit. JUnit, je rappelle, est un framework de test qui est porté sur plein d'autres plateformes et dans plein d'autres langages. Alors définition d'abord de ce que sera ma classe de test. Une classe qui ne sert qu'à tester une autre classe. Donc ça c'est déjà remarquable. C'est une classe qui va être écrite de façon à me proposer de tester une autre classe. J'ai fait une classe D qui représente la classe métier, on va appeler ça comme ça. Je sais que c'est un petit peu surfait, mais bon, je vais appeler mon D ma classe métier. Eh bien, je vais écrire une classe test D par exemple qui va déclencher le code sur la classe D. La classe D, c'est en fait forcément une unité de test par excellence, puisque elle propose des services publics, en visibilité publique, ou du moins d'une visibilité suffisante pour que je puisse y accéder. La classe de test propose une méthode par traitement attesté, donc ça c'est une pratique assez classique, c'est-à-dire que la classe de test est écrite de façon à différencier les différents tests, bien sûr, et donc les différents tests correspondent grosso modo à des méthodes ou du moins à des comportements à tester sur la classe D. Et les méthodes de test sont ensuite déclenchées par l'extérieur. Alors c'est là qu'on a une différence entre l'utilisation d'un framework ou pas, selon l'utilisation d'un framework ou pas. Si vous utilisez un framework, normalement vous avez un extérieur qui est représenté sous forme d'une IHM, enfin quelque chose qui vous fait des trucs du genre rouge-vert refactoring. Donc ça c'est le mantra du TDD. Les méthodes de test sont déclenchées par l'extérieur, alors peut-être simplement un main que je vais écrire dans mon coin, mais bon, dans ce cas-là, j'obtiens des tests un peu plus délicats à manipuler. Pour ce qui est de la construction d'une classe de test, ce que je vais faire, c'est que pour chaque classe du modèle, je vais créer une classe de test. Alors, où est-ce que je vais mettre cette classe de test? Eh bien, typiquement, dans un ensemble de sources séparées des sources à livrer. Oui, parce que d'un côté, vous voulez que vos classes de test soient proches du ressource à livrer pour faciliter l'écriture du test, tout simplement, mais en même temps, vous ne voulez pas forcément livrer en vrac à la fois le texte release, le code de la release, de ce que vous livrez, et en même temps le code du test. Ça serait un petit peu des mélanges, pas forcément très bon genre. Donc vous allez essayer de les placer dans des répertoires séparés. Dans cette nouvelle classe, vous allez créer des méthodes par test à réaliser, et dans une méthode de test, alors la méthode de test est écrite, disons, on va dire, de la façon la plus rusée possible. Typiquement, faut mettre en place le jeu de test, donc ça revient à créer des objets par exemple, et ensuite, eh bien, il faut lancer le test lui-même. Et après le résultat du test, eh bien, il faut savoir l'exploiter. Donc c'est pour ça que je vous propose deux façons de faire, soit avec un main, avec un méchant programme en main, soit avec en passant par un framework comme JUnit. L'utilisation très simple d'une classe de test, c'est donc dans un main, on appelle les méthodes de la classe de test, et on voit qu'il est plus simple de faire des appels statiques, à savoir que si vous êtes obligé d'instancier votre classe de test, vous allez vous heurter à du code en trop, quoi.
Remarquez donc la visualisation des résultats dans la console, puisque si vous êtes dans un main, c'est que vous affichez vraisemblablement les résultats de vos tests dans la console. Ça fait donc des tests qu'il est parfois difficile de suivre. Si au contraire vous utilisez un framework de test, alors comme JUnit par exemple, c'est un exemple, mais c'est un exemple tellement courant que je ne peux pas parler de tests en Java sans parler de JUnit. Il s'agit de faire des tests unitaires en Java, d'où le nom de ce framework. Alors les appels sont purement statiques. Classes et méthodes de test sont annotées. Les annotations Java, on va en reparler plus loin, mais donc en fait le framework repère vos méthodes de test de par les annotations, vous allez voir. Et ensuite, une IHM très simple permet d'identifier les réussites et les échecs. Nous allons mettre tout cela en œuvre dans NetBeans. Pour mettre tout cela en œuvre dans NetBeans, donc j'ai préparé un des projets NetBeans. Donc vous avez le projet 168.04.02 avant les modifications que nous allons faire, et puis nous allons modifier le 178.04.02 après, forcément. Donc vous avez un package qui recense l'ensemble des sources. D'accord, donc vous voyez que la symbolique est légèrement différente d'ailleurs entre le source package et le package jeu de dés. Je rappelle que ma classe D a été écrite dans un package qui s'appelle jeu de dés. Donc c'est une information à la fois, une instruction à la fois de ma classe D et en même temps une organisation du source. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est proposer dans le source package la création d'une classe qui sera la classe principale et dans laquelle je vais écrire la classe de test, dans laquelle je vais écrire ma classe, donc ici test D, puisque j'ai affaire à un D, donc la classe de test va s'appeler test D. Pour ce qui est du package, je vais me proposer de mettre cette classe dans un package séparé, donc jeu de D ici, test ici, je finis. Donc effectivement, au niveau des sources package, je me retrouve avec deux packages, jeu de D et test ici. Donc ça veut dire que la classe test D n'a accès qu'aux éléments publics de la classe D. Ça, c'est le problème de la frontière des packages. L'organisation de vos classes organiser les classes en package, c'est très intéressant parce que justement, vous établissez des frontières entre les classes. Ici, la classe testD donc va tester sur le D plusieurs choses. D'abord, en fait, la possibilité de construire un dé, et deuxième chose, la possibilité de faire rouler un dé. Alors, comment écrire le test du constructeur du dé? Donc, dans une première approche, donc naïve, je vais écrire ça comme ça. Test constructeur, test setter. Donc pour moi ça veut dire test du constructeur du dé. Je vais donc créer un objet D, dd égale new D. Voici. Donc si j'arrive à compiler ce code et à le exécuter, c'est que D donc sera différent de nul. Donc ici, je vais faire un truc du genre if D égale nul. Plutôt, je vais commencer par la partie positive. Si c'est différent de nul, alors eh bien je fais afficher dans ma console avec un system.out.println. Donc cette instruction là, on peut la prendre par cœur parce que c'est toujours la même chose dans la console, system.out.println. Test réussi. Alors on va dire test setter. Voilà, donc déjà le fait d'avoir effectivement pu créer un objet D est déjà un succès. Vous voyez qu'il y a du liseré rouge qui apparaît sous mon code. Ça signifie que mon code ne compile pas, donc je suis loin de pouvoir réaliser mon test, bien sûr, pour l'instant. Et au niveau de l'échec, je vais donc mettre que test setter a échoué, voilà, tout simplement. Alors pourquoi est-ce que ça ne passe pas? Tout simplement parce que j'ai la classe D dans un package qui s'appelle jeu de D, alors que ma classe test D se trouve dans un package de test. Donc normalement, j'ai besoin, nous verrons plus loin ce qu'il est possible de faire peut-être un peu plus simple au niveau codage, j'ai besoin de spécifier le nom complet de la classe. Quand vous placez une classe dans un package, eh bien effectivement, le nom de cette classe est modifié. Et le nom complet de la classe, c'est jeu de D.D. Voilà. Donc comme il s'agit effectivement bien de la classe D2 du package jeu de D, voilà comment le code devrait s'écrire. Ça, c'est le test du constructeur. Je devrais bien sûr maintenant écrire le test du test du lancer, du roulé, pardon. Hop, test roulé. Donc, il va s'agir de créer un objet de jeu de dés. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que, alors je ne reteste pas que le dé est nul, n'est pas nul, mais je vais donc récupérer une valeur à partir du roulé du dé.
hop là, voilà, du roulet du dé, et je fais dire que si valeur est inférieure à 1, ou bien que valeur, plutôt je vais faire le code à l'inverse, si valeur est supérieure à 0 et valeur est inférieure à 7, puisqu'effectivement normalement mon DSIFAS doit suivre cette règle, j'écrirai que system.out.println, je vais écrire que le test du roulet est OK. Alors vous remarquerez évidemment la limite de cette testabilité, enfin comment dire, de la qualité de mon test, puisque je suis loin avec un simple test du genre la valeur est supérieure à 0 et la valeur est inférieure à 7, je suis loin de garantir que mon dé se comporte correctement, en particulier parce que si je veux effectivement un tirage aléatoire, j'ai tout intérêt à ce que cette valeur soit différente à chaque tirage, hein. Donc nous reviendrons sur cette partie-là lorsque nous aurons abordé un peu plus l'API Java, c'est-à-dire l'ensemble des fonctions qui sont fournies par la librairie standard. Et je continue ici avec mon test. Donc si la valeur évidemment est en dessous de 1 ou alors au-dessus de 6, eh bien je note que le test roulé a échoué. Voilà. Donc si maintenant je veux exécuter ce petit programme de test, eh bien je n'ai qu'à exécuter la classe qui est ici. Pour exécuter cette classe, il me faudra donc forcément en plus au niveau des tests une classe principale, donc je vais devoir créer une classe principale pour exécuter les tests qui sont proposés là. Donc je vais venir ici, new, java class, je vais appeler cette classe principale, voilà, principale, ça c'est bien dans le package test qui va être créé, voilà, et une classe principale pour une Java application, public statique, void main, string, crochet, args, ça peu importe, le nom de l'argument on s'en fiche, mais ça c'est le point d'entrée d'une application, et là ce que je vais faire, c'est que je vais devoir, alors on reviendra sur cette partie-là, mais je suis obligé d'instancier un objet testd pour pouvoir jouer avec. Sur td, je vais déclencher la méthode testConstructeur, et sur td, je vais être obligé de déclencher la méthode testRoulé. En exécutant ce bout de code, je vais donc déclencher le test sur le constructeur et sur le roulé. Voilà, donc ça c'est une première façon de faire en termes de codage du test. Vous remarquerez qu'il va falloir suivre ce qui se passe à la console. On verra plus loin pour l'exécution. Maintenant, je dois remarquer que, en réalité, sur un projet comme ça, je pourrais créer un autre type de classe qui s'appelle un JUnit test. Alors là, c'est l'utilisation du framework JUnit, donc c'est pas pour rentrer dans ce que sait faire le framework JUnit, mais on va voir que le test est quand même plus simple à écrire et plus simple à utiliser. Donc ici, je vais écrire un test spécifique pour la classe D, donc c'est la même logique. Je crée une classe par classe à tester. Simplement, vous voyez qu'en passant, il a créé donc le test packages. Ici, un nouveau répertoire. Donc ça déjà, ça va me séparer ma classe D, ma classe D, la classe que je veux livrer, de la classe de test. Contrairement à ce que j'ai fait préalablement, où j'avais séparé ma classe à tester de ma classe de test simplement par la notion de package. Package, donc c'est significatif en Java, pour le langage Java, alors que la notion de espèce de source, de folder ici, n'est pas significative pour Java. Donc le gros intérêt de travailler avec JUnit et d'avoir automatiquement la classe dans un autre répertoire, c'est que je peux tout simplement prétendre remettre ma classe testd dans le même package. Or ça, dans le même package, ça veut dire que je vais avoir la possibilité d'utiliser des membres qui seraient en visibilité par défaut sur la classe D. Bon, c'est pas le cas actuellement, je sais, mais il serait assez logique effectivement que les tests soient organisés d'une façon similaire. Hop là, cancel. Je vais refaire mon code pour bien montrer l'affaire. Je prends un JUnit test, je donne comme nom de ma classe de test testd, ici, mais je vais mettre comme nom de package jeu de D, qui est effectivement le nom du package dans lequel la classe D se trouve. Ici, les initialisations, je laisse tomber, ça c'est en fait pour faire générer automatiquement du code correspondant au test. Je n'ai pas besoin d'initialiseur, de finaliseur pour l'instant, donc je laisse tomber cette partie-là. La version de JUnit, on va prendre la version 4, la 4 est après la 3, donc on va dire que l'on est plus moderne. Alors qu'est-ce que j'obtiens ici? Eh bien j'obtiens une classe de test, d'accord?
et avec ici donc quelque chose qui ressemble à un constructeur. Les méthodes de test seront écrites de la façon suivante. Public void, donc ensuite le nom qu'on donne à cette méthode n'a pas trop d'importance. Bon, il faudrait quand même retrouver des choses qui sont en rapport avec ce que vous testez, mais surtout ce qu'il va falloir faire, c'est annoter votre méthode de @test. Ça va permettre de savoir que cette méthode est une méthode de test. Alors ça, c'est ce qu'on appellera une annotation Java. Nous allons revenir plus tard dessus. Ça indique simplement au framework de test que cette méthode est à tester. Donc vous voyez ce que j'ai fait, simplement sur le projet, créer un JUnit test, et il me crée finalement une classe que j'aurais pu écrire à la main. Tout à fait. Pour la suite, il faudra penser donc à annoter les méthodes de test. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire ici? La test de constructeur va ressembler furieusement à ce que j'avais fait tout à l'heure, c'est-à-dire que je crée un objet D, seulement la différence, alors il faut que je mette des accents évidemment que j'y pense, la différence c'est que j'ai pas besoin de mettre le nom pleinement qualifié, car je suis dans le même package, officiellement dans le même package, mais bien que physiquement les fichiers soient dans des répertoires différents. Alors ça c'est très très intéressant, puisque vous voyez que je simplifie en fait le code de mon test. Ensuite, d'utiliser JUnit comme framework de test a un autre intérêt en plus d'être connu par NetBeans. D'ailleurs pour Eclipse ça serait pareil, mais en plus d'être connu et d'avoir une IHM spécifique, l'intérêt aussi c'est que ici je peux utiliser des fonctions toutes prêtes dans les assert par exemple. Alors on verra de quoi il s'agit exactement, mais voilà, si je veux tester que mon D effectivement a bien été créé, je peux simplement faire appel à assert not null. Alors qu'est-ce qui va se passer en termes de test? Eh bien, si D est nul, je vais avoir une IHM spécifique qui va s'ouvrir et m'indiquer que le test a échoué. Je n'ai pas besoin de regarder la console, et c'est là le gros intérêt de l'affaire. Pas besoin de regarder la console. Et de même que si vous voulez tester maintenant que effectivement le roulé fonctionne correctement, c'est-à-dire que basiquement le test est toujours écrit de la même façon, c'est comme précédemment, c'est-à-dire que la base du test c'est toujours que vous voulez tester que la valeur du dé, la valeur récupérée par le lancer du dé, des points roulés, est une valeur entre 1 et 6, eh bien vous allez utiliser encore une fois assert true, par exemple, donc qui est une macro que vous trouvez dans la classe assert en fait, faisant partie de JUnit. On va revenir dessus. Assert true. Alors la condition en question c'est que valeur supérieure à 0 et valeur inférieure à 7 strictement. Voilà. Et si il est faux, donc si l'évaluation de cette expression est fausse, eh bien on va avoir une petite case rouge qui va apparaître dans notre IHM pour nous indiquer que nous avons échoué notre test. Donc fabriquer les tests avec un framework est quand même beaucoup plus simple que de le fabriquer à la main, bien que effectivement dans la constitution du test lui-même, on est devant le même genre de code. Le principe général à retenir, c'est que une classe à tester donne une classe de test. Voilà, donc dans cette petite vidéo, nous avons couvert la définition d'une classe de test, nous avons couvert la création d'une classe de test, la construction de la classe de test avec ou sans un framework dédié, et ensuite nous avons montré l'utilisation simple de la classe dans un main, comme d'ailleurs l'utilisation d'une classe de test via un framework en utilisant JUnit. On a vu que c'était un framework qui était quand même bien intégré aux environnements de développement, donc moi je vous encouragerais à l'utiliser pour faire vos tests.